Et si le jeu vidéo n'existait plus? Et c'est une question qu'on est en droit de se poser, car il faut bien le savoir, le jeu vidéo a bien failli mourir. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Salut les amis de YouTube, et bienvenue dans les dossiers chroniques. Aujourd'hui, nous allons parler du crack du jeu vidéo de 1983. C'est parti! L'esprit Atari. En 1982, tout va pour le mieux dans le monde du jeu vidéo. Les premiers grands jeux ont pu voir le jour grâce aux bornes d'arcade, l'industrie est florissante et la technologie progresse. Rien ne semble arrêter l'expansion de ce nouveau secteur qui pue l'argent, faut le dire. Rien? Eh bien en fait non. Tout se vend, certes, mais aussi les pires productions. Du coup, pourquoi se fatiguer à créer de bons jeux bien ambitieux et de qualité? Bah oui, quelle idée de faire de bons jeux, évidemment. Du coup, Atari se dit que bon, les gens achètent, même si c'est de la merde, donc autant continuer. Et c'est là qu'arrive Pac-Man sur Atari. Pac-Man, l'adaptation. Une adaptation est très attendue sur Atari 2600 et c'est le mythique Pac-Man. Tout le monde veut retrouver le héros jaune sur télévision et le succès est fulgurant. C'est même avec 7 millions de boîtes vendues que ce jeu devient la meilleure vente de la console, mais il y a un problème. La version 2600 est, disons, dégueulasse. Le labyrinthe est simplifié, les fantômes ont tous la même couleur, ça bug, et en termes de graphisme, c'est même plus pauvre, c'est juste dégueu. Mais si Pac-Man sur Atari 2600 a fait le premier pas, le prochain jeu a fait le deuxième, qui va tout bouleverser. E.T. l'extraterrestre. Sur les écrans sort un film mythique de l'histoire du cinéma, E.T. Atari s'empresse donc d'acquérir les droits du film, obtenus entre 20 et 25 millions de dollars, tout juste, pour l'adapter en jeu vidéo. Mais problème, la période des fêtes arrive, alors le développement du jeu est expédié en 6 semaines seulement et le jeu est bien évidemment un désastre. Mais Atari, qui s'en fout royalement, se dit que si les gens ont aimé le film, bah ils vont acheter le jeu. Oui, ils prennent bien les gens pour des cons, c'est véridique. Résultat, des millions de cartouches restent à Atari au point de les enterrer dans le désert du Nouveau-Mexique. Les ordinateurs arrivent. Pour rien arranger, les ordinateurs familiaux commencent à apparaître, le plus célèbre étant le Commodore 64. Et surtout, le côté marketing défonce tout. L'ordinateur est considéré comme étant utile, en plus d'être une machine de loisir, du coup tout est misé dessus. Même si les ordinateurs servent à jouer, les publicités vantent l'aspect éducatif et fonctionnel des machines. Les consoles, qui ont perdu la confiance du public tout simplement, ne peuvent plus lutter. En 1983, le marché s'effondre. Les consoles et les jeux ne se vendent plus, la plupart des sociétés du secteur licencient en masse, 3000 départs sur 10 000 salariés chez Atari seulement, ou tout simplement les entreprises mettent les clés sous la porte. Le jeu vidéo est alors considéré comme une simple mode passagère qui aura peu duré, plus personne ne pense sérieusement à revoir des consoles sur le marché. Mais c'est là que le Japon est apparu, ou tout du moins une entreprise en particulier. Nintendo sauve le jeu vidéo. En 1983, le jeu vidéo c'est fini. Les familles sont principalement équipées d'ordinateurs, comme le ZX Spectrum par exemple. Et on s'en fout un peu des jeux vidéo, dû à cette perte de confiance. Mais au Japon, Nintendo s'intéresse à ce secteur. La firme lance la Famicom, ou Family Computer, accompagnée de 3 jeux, dont Donkey Kong. Dès 1984, la Famicom décolle. Elle équipe un foyer japonais sur 3, mais Nintendo souhaite conquérir l'autre côté du Pacifique, là où plus personne ne veut entendre parler des jeux vidéo. Pour cela, Nintendo veut conclure un accord avec Atari pour diffuser la Famicom sur le terrain américain, mais ce dernier n'a pas trop envie de voir une nouvelle firme arriver aux USA, et ça peut se comprendre. Et c'est là que Nintendo a la bonne idée, en 1985, de lancer seule sa console. Pour assurer les vendeurs, il faut combattre les ordinateurs, donc la nouvelle console est présentée comme un système de loisirs qui possède 2 atouts, le zapper et un petit robot appelé Rob. Ainsi, un nom pour cette console fut donné, la NES, ou Nintendo Entertainment System. Le design évolue qui se rapproche du magnétoscope et le lancement national a enfin lieu en 1986. La NES se vendra à plus de 60 millions d'exemplaires dans le monde. Un concurrent japonais va néanmoins tenter sa chance, déjà présent sur le marché de l'arcade, c'est Sega. Sega lancera sa console au Japon en 1985 sous le nom de Mark III et arrive aux États-Unis quelques mois après Nintendo en la rebaptisant Master System. Plus puissante, elle ne fait pourtant pas le poids face à l'implantation rapide de la NES sur le sol américain. Le marché européen par contre verra le début de la lutte Nintendo-Sega.
Grâce à sa Master System, elle va faire jeu égal avec la console de Nintendo, avenant à la grande guerre Nintendo-Sega. Comme on a pu le voir dans cette vidéo, Nintendo fut très important dans la relève du jeu vidéo. Si ça se trouve, sans la NES, le jeu vidéo ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Mais d'après vous, est-ce qu'un autre crack pourrait se produire? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et quelle console vous préférez entre la NES ou la Master System. Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un petit like et partager la vidéo, ça me ferait super plaisir et c'est ce qui permettrait de faire connaître la chaîne, tout simplement. Abonnez-vous pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos, vous pouvez me retrouver sur Instagram, Facebook ou encore Twitter, même si Twitter j'ai un peu de mal j'avoue. C'était Cinemga, je vous dis à plus tard sur la chaîne, salut les amis de YouTube.